Nympho malgré elle au pluriel, bienvenue dans ce 47e épisode du podcast Sodomie, la première nuit, point d'interrogation. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! J'ai décidé d'appeler cet épisode Nympho malgré elle au pluriel parce que je vois beaucoup de femmes qui ont des activités sexuelles intenses pendant des périodes de leur vie et qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ce type de comportement. Je vais donc aujourd'hui décortiquer non seulement ces comportements, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils représentent, quels sont les modes opératoires et surtout qu'est-ce qui se cache derrière. Si on regarde la définition du dictionnaire, une nymphomane, c'est une femme qui a une exagération du désir. On dit qu'elle est atteinte de nymphomanie, qui serait une sorte d'addiction au sexe. Le synonyme, ce serait hypersexuel. Ça, c'était la définition de l'adjectif. Et si on utilise la nymphomane en termes de pronom, c'est donc une femme ou femelle. Vous notez que le mot femelle est utilisé quand même d'une manière curieuse. Atteinte de nymphomanie, donc d'une addiction au sexe. Exemple, l'exemple est à tomber, ce film met en scène une nymphomane qui poursuit ses anciens amants. Dans l'inconscient collectif, dans la culture occidentale, la nymphomane est une femme qui aime le sexe. Et la définition relative, c'est-à-dire celle qui fait appel à la notion d'addiction, n'est pas forcément quelque chose que percutent les hommes. Pour eux, une nymphomane, une nympho, c'est une femme qui aime faire l'amour et qui aime tellement ça qu'elle en a besoin et qu'à la limite, c'est ce besoin sur lequel il ne s'interroge évidemment pas qui va quasiment justifier le fait qu'il fasse l'amour avec elle. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'existe pas de femmes nymphomanes directement, à part peut-être celles qui sont psychiatriquement atteintes et qui sont effectivement parfois l'équivalent des hommes obsédés sexuels ou addicts à la sexualité ou au sexe. Je vais plutôt vous parler de ces femmes qui ont des comportements hypersexués et je dis bien pendant certaines périodes de leur vie, car ce n'est pas quelque chose de quotidien. Ça ne dure jamais, sauf, comme je viens de vous le dire, dans des cas plutôt psychiatriques. Ce que j'ai constaté, à mon humble niveau et à travers l'expérience de mes coachés, c'est que les comportements d'hypersexualité chez les femmes, quel que soit leurs âges d'ailleurs, arrivent très souvent après une rupture. Et vous verrez par la suite que ce n'est pas un hasard si cette rupture amène les femmes à avoir une hypersexualité. Il y a bien sûr ces femmes qui ont été mariées pendant quelques dizaines d'années et qui tout à coup découvrent la sensualité ardente d'hommes plus jeunes, femmes qui d'ailleurs vont parfois danser dans des boîtes où il y a des hommes très exotiques, qui ont d'ailleurs été éduqués au plaisir de la femme mûre, et sans aller jusqu'au sugar mommy, les hommes de type afro ont une tendance assez naturelle à faire l'amour à des femmes plus âgées, et pas forcément en échange de cadeaux ou d'une petite somme d'argent. C'est très simple pour une femme mûre de trouver un homme plus jeune et exotique qui va lui faire l'amour comme un dieu. Ensuite, il y a des femmes qui ont vécu une rupture difficile, parfois il y a un certain temps, plusieurs années, et qui ont une vie sexuelle en dents de scie, avec peu de rencontres, ou des hommes peu satisfaisants, et qui de temps en temps ont besoin de ce qu'elles appellent leurs 4 heures. Alors, on se demande pourquoi. Et l'expression qui vient derrière, c'est qu'elles veulent se faire plaisir. Donc ce sont plutôt des femmes qui n'ont pas vraiment récupéré depuis leur rupture, très anciennes souvent, et qui, de plaisir en plaisir, arrivent à donner du sens, en tout cas un sens relatif, à leur vie amoureuse. Enfin, j'ai constaté qu'il y avait de très jeunes femmes. Quand je dis très jeunes, ça peut être 20, 30, ce qui, comparé aux femmes dont je viens de parler, effectivement est très jeune, et qui traversent ce que j'appellerais des périodes transgressives. J'ai déjà probablement eu l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes, et ça peut s'exprimer soit par du libertinage, soit par des partouzes, même si parfois libertinage et partouze se rejoignent. Et de nombreuses coachées qui avaient pu pratiquer le libertinage m'ont confié que dans ces soirées, il y avait des jeunes femmes très jeunes dont la présence les avait surprises. D'autant plus qu'un certain nombre d'entre elles étaient d'origine maghrébine, donc comme on le sait, avec une éducation traditionnelle et beaucoup d'interdits. Et moi, ce qui me reste, c'est le mot transgressif. Parce que chaque fois que j'ai eu l'occasion de coacher une femme d'origine maghrébine qui avait vécu des situations sexuelles intenses, à chaque fois, elles étaient en posture de transgression à l'égard de leur famille. Donc si on conjugue la sortie d'une rupture, le long désert affectif, après une rupture qui s'est souvent d'ailleurs très mal passée, au sens où la relation déjà elle-même avait été compliquée, à la transgression, on a
un profil relatif des femmes qui se retrouvent dans des postures nymphos, en d'autres termes, qui ont des périodes sexuelles intenses. Et ce qui m'a donné l'envie de réaliser cet épisode, c'est précisément parce que une fois qu'elles sont calmées, et a fortiori lorsqu'elles ont rencontré un partenaire qui tient la route, et là je pense évidemment aux couples que j'ai l'occasion de coacher, elles me confient souvent à un moment assez inattendu et à la grande surprise de leurs compagnons qu'elles ont un peu honte, qu'elles ne sont pas forcément très fières et qu'en fait elles ont bien compris qu'elles s'étaient comportées de manière excessive et qu'elles regrettent un peu et que probablement elles se sont livrées assez facilement à ces hommes parce qu'elles ne voyaient pas d'autre issue au désarroi qui les habitait à ce moment-là. Se pose donc maintenant la question du pourquoi traversent-elles des périodes entre guillemets nymphos. Je dirais qu'il y a deux catégories de femmes. Il y a celles que je vais appeler les plus classiques. C'est pas tout à fait le mot idéal, on pourrait dire. Je n'ose pas dire les plus normées, mais en même temps, c'est quelque chose qui est tellement fréquent, qui arrive tellement souvent que oui, ça fait partie des situations classiques. Le premier profil de ces femmes, pour moi, sont celles qui vivent ça d'une manière très ponctuelle. Évidemment, ça se calme et c'est très souvent une hyper-réaction à une sexualité précédente frustrante. Et là, je pense à deux femmes en particulier qui ont dans les 30 ans à peu près. L'une était avec un homme judéo-chrétien dans son comportement, mais pas du tout dans son éducation. Et ils ont passé, alors qu'ils étaient ensemble depuis 3 ans, des périodes de plus de 6 mois sans avoir de rapprochement intime. Comme j'ai eu l'occasion de les coacher, j'ai bien évidemment compris que se rejouait quelque chose, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'évidemment, elle avait beau avoir essayé toutes les tenues, elle lui a sauté dessus, elle a fait tout ce qu'elle avait vu dans les magazines féminins, et le gars, il était imperturbable. Donc, ce qui devait arriver arriva. Elle l'a bien sûr quitté. Et c'est après qu'elle a eu sa période, entre guillemets, info. C'est-à-dire que là, elle a quelque part compensé 3 ans de vie sexuelle frustrante. Et pour le coup, elle s'est un peu offerte en pâture à des hommes qui en ont profité. Ces hommes vous diraient d'ailleurs, si vous les interrogiez, que finalement, elle aussi était demandeuse. Mais elle n'était pas demandeuse réellement, elle était en réaction. L'autre exemple, c'est celle d'une jeune femme qui avait passé 7-8 ans avec un homme qui avait été tellement marqué par l'éducation féminine de sa mère, qu'il refusait la position en levrette, qu'il refusait de faire l'amour en dehors du lit, qu'il refusait tout sexe oral, dans les deux sens bien sûr, parce qu'il considérait que la sexualité était humiliante et dégradante pour sa partenaire. Conclusion, quand elle l'a eu quitté, elle est passée par une phase très intense. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter plein. Je vais quand même vous parler de ces jeunes femmes de 25 ans qui me parlaient de leur période de libertinage, de partouze, d'allumage, en m'expliquant que voir un homme avoir une érection pour elles, c'était la meilleure réparation du monde. Ces jeunes femmes, figurez-vous, étaient d'origine maghrébine aussi. Donc moi, je les ai reçues dans mon cabinet. Et évidemment, pour moi, la transgression était la clé. Maintenant, la transgression, chez les jeunes femmes maghrébines, ne passe pas toujours par une attitude, entre guillemets, nympho. Elle peut passer par le fait de sortir avec un homme interdit, au mieux un Français, berk, un Français, ou un Noir, en le cachant. Elles peuvent aussi être homosexuelles. Et moi, je me souviens de cette femme d'origine algérienne qui avait 40 ans au moins, qui était fort amoureuse d'un homme qui avait une autre femme et qui a finalement accepté, et je dirais même plus décidé, de coucher avec son homme bien sûr et l'autre femme. C'est pour vous renvoyer à la notion de transgression, qui est universelle bien sûr, mais qui dans les pays du Maghreb en fait est décuplée. L'autre catégorie de femmes qui ont des comportements entre guillemets nymphos sont pour moi des femmes qui se sont perdues dans la sexualité. En réalité, elles cherchent de la tendresse, mais comme elles veulent que l'homme s'intéresse à elles, elles sont obligées de donner du sexe. Et elles vont aller de partenaire en partenaire pendant des années, voire des dizaines d'années. Peut-être elles vont s'arrêter à un moment donné pour faire des enfants, mais elles vont chercher désespérément, entre guillemets, leur prince charmant, sans avoir compris que ce n'était pas la sexualité qui les motivait, mais le regard de l'homme sur elles. Et ce comportement de confusion, je l'ai beaucoup vu dans le tantra, où j'ai vu des femmes faire des yaboum. Le yaboum, c'est la position où la femme est au-dessus de l'homme, comme s'ils se pénétraient, mais ils ne le font pas, en tout cas pas dans les stages. Et l'énergie sexuelle les fait avancer et parfois jouir dans une espèce d'orgasme symbolique et énergétique. Et j'ai vu ces femmes se comporter d'une manière très allumeuse et chaude parce qu'elles n'avaient pas compris que le tantra, c'est le sacré dans la sexualité et non pas une sacrée sexualité. Et j'ai fait tellement de stages de tantra et j'ai vu tellement de femmes allumées, rechercher, coucher avec les gars en dehors de la formation. Des femmes qui en fait rêvaient d'être dans les bras de papa et qui se retrouvaient dans les bras du grand méchant loup, mais j'en ai déjà parlé, notamment à travers le podcast Dans les bras du grand méchant loup. Ces deux catégories de femmes qui ont des comportements entre guillemets nymphos fonctionnent à travers deux moteurs différents. Le premier, c'est une réponse ponctuelle à une frustration comme on vient de le voir, et le second, c'est un mode opératoire répétitif qui peut effectivement durer très longtemps. Ce sont des femmes qui ne se respectent pas. Autant les premières vont à un moment donné sortir de cette espèce de scénario, mais les secondes
ne vont pas trouver la porte pour vivre autre chose. Mais en fait, ces femmes représentent les deux faces d'une même médaille. Les premières consomment pour réparer la frustration et les secondes consomment pour obtenir de l'attention. Elles sont évidemment en apparence opposées, mais si on regarde bien, on va se rendre compte très vite, dans la suite de ce podcast, que c'est la même racine qui les a poussées à avoir des comportements qui se ressemblent vus de l'extérieur, mais qui finalement restent une réponse fondamentale et essentielle à un trauma bien plus ancien. Alors pourquoi ont-elles ce type de comportement? Je crois que la différence entre les premières et les secondes, c'est que les premières se rendent compte à un moment donné que ce qu'elles font est dysfonctionnel, que ça n'est pas satisfaisant et que ça n'est pas respectueux d'elles-mêmes. Alors que les secondes sont dans une fuite éperdue pour chercher la personne qui va enfin les regarder. Dans les deux cas de figure, ça nous amène à nous interroger sur ce qui les a poussées, dans un premier cas, à choisir des partenaires frustrants, dans le second cas, à rechercher désespérément quelqu'un qui les regarde, alors que personne ne les a jamais regardés et que ça semble continuer. À preuve, les premières ont choisi des partenaires qui les frustraient mais sont restés avec, qu'elles aient eu d'ailleurs 30 ans ou 60. Je vous renvoie à celle du début qui allait s'encanailler avec des hommes exotiques ou en tout cas plus jeunes qu'elles. Et les secondes se sont contentées des miettes. Donc qu'elles aient eu des hommes qui leur donnaient des miettes dans le cadre d'une relation ou qu'elles aient connu des hommes qui leur donnent des miettes parce qu'elles attendent à travers du sexe de la tendresse, au bout du compte, ce sont deux manières différentes de ne pas s'autoriser à recevoir ce à quoi elles auraient droit dans l'absolu. Et nous arrivons maintenant au cœur du sujet, à savoir que toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer avaient un point commun, et vous vous en doutez, j'imagine, c'est qu'elles n'ont pas été regardées. Alors, il faut bien s'entendre sur le terme « pas avoir été regardée ». Il peut prendre des tas de formes différentes. Par exemple, je pense à une coachée qui sort d'une histoire avec un type qui était d'une jalousie maladive et qui était persuadée qu'elle passait son temps à coucher avec d'autres hommes et qui se comportait en plus très mal avec elle. Elle venait d'une mère qui était psychiatriquement défaillante. Le souci, c'est que les mères psychiatriquement défaillantes n'ont pas été répertoriées comme telles lors de l'enfance de leur fille. Elles ont fini en hôpital psychiatrique où elles ont fini avec un diagnostic et des médicaments, généralement quand la gamine avait au moins 16-18 ans et que tout était déjà joué. Sans aller jusqu'à ces cas extrêmes, la relation que la fille a entretenue avec sa mère et son père, les liens qui la liaient à sa fratrie, liens de connivence ou au contraire liens de jalousie, ou alliances diverses qui pouvaient changer d'un groupe d'enfants face à un autre, à l'intérieur même du groupe, ou parfois entre deux groupes, les petits, les grands, les garçons, les filles, les gentils, les méchants, les grandes gueules, les soumis, etc., etc. Ce que j'ai constaté, et ceci n'engage que moi et l'expérience du terrain que j'ai, c'est que si une petite fille a été regardée, elle aura moins besoin de chercher le regard défaillant sur elle. Et elle va naturellement être attirée et attirer un homme qui va la regarder comme elle l'a toujours été, puisque pour elle, c'est normal. Ce qui serait anormal, c'est d'avoir des miettes ou de ne pas être regardée. Mais dans son schéma à elle, il n'y a pas de place pour les miettes. Alors que dans le schéma des autres, ce n'est pas le cas. Donc ces femmes, ces jeunes femmes, ou ces femmes plus mûres, qui se perdent dans une sexualité à un moment de leur vie ou d'une manière répétitive, ont été des petites filles qui ont probablement manqué d'attention, d'une manière spécifique. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire? Quelle forme ça a pris? Est-ce que c'était de la comparaison, de l'humiliation? Est-ce que c'était le fait d'être objet? Est-ce qu'elles étaient le prolongement narcissique de leur mère? Est-ce qu'elles couchent avec des hommes pour raconter à leur mère leur folle nuit, leur Dallas sur Montigny-les-Oies, et à ce moment-là faire rêver leur mère? Est-ce que c'est une réaction parce que les parents étaient très stricts sur tout ce qui était interdit ou sale? Fameuse scène où lorsqu'il y a un baiser à la télé est éteinte. Je l'ai entendu tellement souvent cette réflexion, si vous saviez. Tout est possible. Ça peut être aussi la posture du père à l'égard de la mère, ou le contraire. Il y a tellement de cas de figure qu'on ne peut pas généraliser. La seule chose dont je suis certaine, c'est que lorsqu'une jeune femme ou une femme mûre traverse une période nympho, entre guillemets, elle ne le fait pas en l'assumant totalement. Même si elle raconte que c'est cool et qu'elle goûte des saveurs différentes à chaque nouveau partenaire, de mon expérience en tout cas, quand elles atteignent l'honnêteté et qu'elles sortent de la honte et qu'elles racontent et qu'elles peuvent toucher ce qu'elles ont ressenti à ce moment-là et bien sûr faire le chemin dans l'enfance, alors elles découvrent que tout cela a du sens et que la manière dont elles ont été élevées a généré ce type de comportement. En synthèse, si vous traversez une période entre guillemets lubrique, si vous avez vous aussi des pulsions sexuelles intenses, si vous vous retrouvez parfois dans des situations qui ne vous font pas vraiment plaisir parce que vous rêvez plutôt de tendresse, de romantisme, ce qui n'exclut pas la sexualité, bien sûr, que de coups d'un soir de PQR, plan cul régulier de 4 heures ou de folles soirées bien arrosées, au lendemain desquelles vous vous réveillez mal dans votre peau, avec une sensation d'être dégradé. Posez-vous les bonnes questions et demandez-vous ce qui vous meut, ce qui vous active lorsque vous partez en chasse à travers une app et qu'en fait vous savez très bien que vous allez coucher avec. Pas forcément parce qu'il l'a amené et que vous avez laissé faire, ça arrive très souvent aussi,
Rassurez-vous, vous ne serez pas la première ni la dernière. Mais plutôt dans l'idée que s'il essaie, vous direz oui. Et vous direz oui parce que vous avez besoin de vous renarcissiser. Vous renarcissiser, vous l'avez compris, ça veut dire obtenir ce regard défaillant sur vous que vous n'avez pas pu obtenir autrefois. Et qu'il va falloir aujourd'hui faire le deuil. Et c'est un deuil impossible à faire. C'est d'ailleurs le deuil qui vous fait, puisqu'il faut accepter que celle que vous étiez autrefois était entourée de parents dysfonctionnels, toxiques, cinglés, défaillants, au choix. C'est vous qui mettrez les qualificatifs qui les représentent, qui ne savaient pas, qui avaient eux-mêmes été éduqués de cette manière-là. En tout cas, ces personnes-là ne vous ont pas regardé comme vous en auriez eu besoin. Et pour peu que vous fussiez hypersensible, alors là, la demande d'attention est encore plus intense. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines!